comment la sécurisation de vos applications API et données vous aidera à vous conformer à la directive NIS 2 et aux nouvelles régulations. Pour animer cette démo, nous avons la chance et le plaisir d'avoir Monsieur Mohamed Lalouche, Sales spécialiste data avec nous, et également Monsieur Mehdi Boumeïza, plateforme Sales spécialiste de la société Imperva France. Messieurs, vous avez 30 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on parle du cadre Imperva et surtout NIS 2. NIS 2 qui est une évolution d'un point de vue réglementaire et qui est l'évolution de la norme NIS 1, introduite en 2016 et qui est connue plus sur le nom de SRI, sécurité des réseaux informatiques, et qui devra être traduite en langue française, plutôt, je pense que c'est sous le nom de SRI2. Donc, NIS apporte pas mal de contraintes, parce que l'Union européenne a jugé que NIS 1 n'était pas très contraignante par rapport à tout ce qui est cybersécurité, d'où la nécessité d'introduire ou d'améliorer cette norme-là, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc déjà, lorsqu'on parle d'évolution au niveau de la réglementation, aujourd'hui, il y a beaucoup de normes qui apparaissent. Donc, d'un point de vue, tout ce qui est gestion de la donnée, des risques, la partie réglementaire par rapport à l'industrie. Donc, on a des normes type RGPD, ISO, NIS et autres. Et les clients sont obligés d'être conformes par rapport à ces réglementations-là et d'avoir des rapports quasiment en temps réel pour dire est-ce qu'on est bon ou on n'est pas bon. Et donc, à un certain moment, il faut suivre tout ça, d'où la complexité de suivre et de pouvoir dire est-ce qu'on est conforme ou pas. Donc, juste pour vous résumer NIS 2 en quelques mots et ses évolutions par rapport à NIS 1. Donc, concrètement, NIS 2 révise la directive européenne qui était, comme l'a nommé Mehdi, SRI en France, quand elle a été transcrite en loi, qui date de 2016. Et donc, au vu des évolutions des cybermenaces, du fait de l'exploitation massive de ce qu'on appelle les chaînes d'approvisionnement, c'est-à-dire on attaque notamment aujourd'hui les grandes entreprises via leurs fournisseurs ou leurs prestataires et via leur écosystème, l'Union européenne a vu la nécessité de mettre en place une nouvelle réglementation dans ce cadre-là pour justement avoir une meilleure gestion des risques cyber. L'objectif justement de NIS 2, c'est de faire en sorte d'accompagner, d'améliorer les capacités aussi en cybersécurité des réseaux et des systèmes et de mettre en place aussi un meilleur échange d'informations entre les différents CSIRT et les différents SOC qui constituent les grandes entreprises, les entreprises de taille moyenne, parce que c'est eux qui sont concernés principalement par la réglementation, et aussi améliorer la collaboration européenne pour faire en sorte que les différentes agences partagent les pratiques les plus modernes en termes de cybersécurité et font en sorte qu'elles soient appliquées. Donc la norme NIS 2 a pour objectif de couvrir beaucoup plus d'industries que SRI 1 ou NIS 1. On vous présentera, on va dire, les évolutions en termes d'industrie. Donc on passe à l'époque à 9 secteurs d'activité à plus de 16 secteurs d'activité qui sont concernés. Donc c'est une vraie révolution, plus qu'une évolution, puisqu'il y a des entreprises qui n'étaient pas concernées par la régulation NIS 1 qui seront concernées par NIS 2. Et enfin, justement, l'objectif NIS 2, c'est que toute cette directive-là, donc les principes qui sont dans les articles, seront transcrits dans des lois nationales et la responsabilité sera confiée à l'Agence nationale généralement de cybersécurité. Donc en France, ça sera l'ANSSI, en Allemagne, ça sera la BSI, en Espagne, c'est ce qu'on appelle l'INCIB. Et donc en l'occurrence, ce qui va se produire, c'est qu'on va donner beaucoup plus de pouvoir à ces agences-là pour justement faire en sorte que la posture de cybersécurité des grandes entreprises s'améliore. Juste pour vous faire un récapitulatif de NIS 2 par rapport à NIS 1 en 4 points. Le premier, c'est le champ d'application élargi. Donc beaucoup plus de secteurs d'activité. Il y a aussi une distinction qui va être secteur essentiel et secteur critique. Auparavant, avec NIS 1, on avait ce qu'on appelait les OIV et les OSE en France, en l'occurrence. Donc, vous allez avoir aussi des exigences de sécurité qui sont beaucoup plus strictes par rapport à NIS 1. NIS 1 avait un rôle plutôt d'accompagnement. Les agences nationales de cybersécurité avaient pour rôle d'accompagner les entreprises qui étaient concernées par cette réglementation-là. Aujourd'hui, il va y avoir une notion aussi d'exigence à respecter. Il y a aussi une notion d'enforcement, c'est-à-dire d'amende réglementaire potentielle si on ne respecte pas les exigences qui sont mises en place par NIS 2. Et ça, je vous présenterai ça plus en détail. Et donc, vous avez aussi ça constitue réellement une révolution.
Nice 1, il y avait juste ce qu'on appelait une obligation de moyens ou en fonction, et pas forcément une obligation systématique de déclarer des incidents. Ici, l'obligation de déclaration d'incidents cyber, elle va être systématique et elle va être timée, c'est-à-dire qu'il va y avoir des temps précis sur lesquels il va falloir communiquer sur les incidents cyber si vous êtes éligible NIS 2. Et ça, c'est dans l'article 23 que je vous décrirai plus en détail. Et enfin, vous avez, comme je l'ai indiqué auparavant, des sanctions qui seront mises en place et qui seront obligatoirement transcrites dans les lois. Donc ces sanctions-là, je vais vous les décrire. Et c'est des sanctions qui seront en supplément et pas forcément en remplacement de sanctions existantes, notamment dans le cadre du RGPD, si vous avez un incident cyber qui touche les données. Donc je laisse Mehdi vous décrire les différents secteurs d'activité dans ce cadre-là qui seront concernés par NIS 2. En effet, donc NIS 2 a fait une révolution par rapport au secteur d'activité. Donc effectivement, on passe de 9 à 18 secteurs, mais surtout avec 2 catégories à la place d'une seule. Donc avant, il n'y avait qu'une seule catégorie. Aujourd'hui, on parle de catégories essentielles et on parle de catégories importantes. Donc au niveau des essentiels, donc on retrouve surtout les entreprises de taille, on va dire, intermédiaire et grandes entreprises. Et la partie, le secteur important, c'est plutôt les moyennes entreprises. Et donc là, vous reconnaîtrez pas mal de secteurs d'activité, le traitement des déchets, les eaux, et tout ce qui engendre, c'est tout ce qui a été rajouté ou modifié par rapport à NIS 1. Donc, ce qui est important, c'est que pour ces secteurs-là, après, il n'y a pas uniquement le respect de la réglementation, mais aussi il y a tout ce qui est restriction qui va avec. Mohamed détaillera après au niveau des sanctions qui sont apportées par chacun des secteurs ou par chaque catégorie. Quelque chose que je n'ai pas dit avant, c'est que l'application de NIS 1, la vraie application, entrera en vigueur à partir de 2025. La traduction en loi française, c'est en octobre 2024. Et c'est à partir de 2025 qu'on aura la liste détaillée des secteurs d'activité et des entreprises qui sont impactées par ces réglementations-là, par cette réglementation et par les sanctions qui vont avec. Donc Mohamed, si tu peux nous détailler les sanctions. Bien sûr. Donc ça, c'est une vraie révolution par rapport à NIS 1. Par rapport à NIS 1, NIS 1 n'avait pas du tout de sanctions. Ça avait juste une notion d'accompagnement et de prise de fonction en cas de crise durant une période donnée. Par exemple, vous aviez une crise cyber dans un OIV, l'ANSSI pouvait prendre le contrôle du service et les accompagner durant cette crise cyber. Aujourd'hui, si dans le cadre de NIS 2, si les exigences réglementaires ne sont pas respectées, vous allez avoir plusieurs types de sanctions pour les entités essentielles. Donc vous avez des amendes qui peuvent aller jusqu'à 10 millions d'euros ou jusqu'à 2% du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise. Voilà, donc, et l'autre chose, c'est au niveau de la supervision, c'est écrit un peu petit, mais je vais vous décrire ce qu'il en est. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si à plusieurs reprises, une entreprise essentielle ne respecte pas les exigences réglementaires de NIS 2, il est écrit dans la loi que potentiellement, le RSSI peut perdre son poste, et donc, ou même quelqu'un qui fait partie du comité exécutif peut être tenu responsable et perdre son poste et être remplacé par quelqu'un de l'Agence nationale de cybersécurité pour remplir les fonctions durant une cybercrise. Donc il y a une notion de gouvernance. Ça donne du pouvoir, justement, à l'Agence nationale si on observe à plusieurs reprises que les conseils et les exigences réglementaires n'ont pas été respectés, que cela a produit des incidents qui ont mis en péril l'organisation à plusieurs reprises. Au niveau des entités importantes, il y a des modifications, des amendes qui s'élèvent à 7 millions ou 1,4% du chiffre d'affaires. Si vous connaissez bien la RGPD, vous faites le lien, c'est exactement le même baromètre qui est utilisé pour le RGPD. Mais ce n'est pas du remplacement. Je vous donne un exemple. Une grande entreprise comme une entité essentielle a un accident sur ses données et la CNIL, par exemple, observe que les exigences en termes de protection des données n'ont pas du tout été respectées. Ce qui peut se produire, c'est qu'elle peut à la fois avoir une amende pour la partie NIS 2 et à la fois une amende pour la partie RGPD. Donc, c'est des choses qui produisent des vraies modifications en termes de gouvernance. Et pour les entités importantes, il n'y aura pas de prise de contrôle, mais il y aura une exigence à ce que des mesures soient appliquées. Je vous donne un exemple. Il y a eu un incident cyber, il n'y avait pas d'EDR, par exemple. Il est possible que l'Agence nationale exige que l'entreprise mette en place un EDR au plus vite sur une période donnée. Donc, je vais laisser maintenant décrire l'article 21, qui est un article fondateur de NIS 2. Concrètement, si vous devez retenir NIS 2, et si a posteriori,
de cette conférence. Ce que je vous conseille, c'est, vous avez 5 articles à lire et vous comprendrez NIS 2. L'article 32, 33, 34 que je vous mentionne, l'article 21 qu'on va vous mentionner et l'article 23. Et ça vous permettra de comprendre bien ce qu'il en est de NIS 2 dans tous ses détails. Donc maintenant, on va vous parler des exigences réglementaires qui sont mentionnées et le champ d'application qui est concerné par ces exigences réglementaires dans l'article 21. Juste au cas où la question se pose, quand est-ce que ces contraintes ou on va dire, ces amendes les sanctions seront mises en place? Aujourd'hui, tant que ce n'est pas encore transcrit en loi, on n'a pas encore de détails. Donc, on présume qu'on passera certainement par une phase pédagogique, justement là où des incidents sont reportés, et on est là sur plus de la pédagogie pour essayer à ce que le client se mette en norme. Mais après ça, ça va bouger rapidement, et c'est rapide, donc il faudra commencer à se préparer dès maintenant. Donc, au niveau de tout ce qui est champ d'application, donc aujourd'hui, il y a différentes mesures. Donc, ça concerne la partie analyse de risque, la gestion de la donnée, la partie sécurité de la supply chain. Et lorsqu'on parle de supply chain, c'est tout ce qui est chaîne d'approvisionnement. Donc, on parle des prestataires, on parle des partenaires, on parle des clients. Et à ce moment-là, tout le monde doit être conforme à la réglementation. S'il y a un trou dans la chaîne, donc là, c'est pas bon. Pareil, là-dessus, au niveau de tout ce qui est détail, on ne les a pas encore. On ne sait pas. Tout dépendra de la catégorie des partenaires qui sont intervenants au niveau de la chaîne. Donc après, tout ça sera détaillé plus tard au niveau de la loi. Donc il ne faut pas oublier la partie sécurité réseau, qui fait partie aussi du champ d'application. Mais également, on est sur du chiffrement, on est sur de l'authentification multifacteur. Et vous le remarquez que dans les 8 secteurs, pratiquement on est essentiellement sur du process, de la gestion, mais il y a 2 secteurs qui sont cités d'un point de vue technologique. Il y a la partie chiffrement et il y a la partie authentification. Et là-dessus, avec Thales et Imperva, on est capable de répondre d'un point de vue technologique à ces 2 points-là, contrairement aux autres qui sont plus généralistes. Juste pourquoi on va vous parler de la protection des applications et des données et en quoi elle peut vous aider dans le cadre de la conformité à NIS 2. Tout ce qu'on a mentionné, notamment dans le cadre de l'article 21, c'est la réduction du risque principalement qui est demandée, qui sont une évolution par rapport à SRI 1, et aussi la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, si vous avez vu les différentes fuites de données qu'on a malheureusement expérimentées, je pense, elles sont toutes liées à un prestataire ou à un fournisseur. Et elles ne sont pas forcément liées à l'entreprise en soi. L'entreprise en soi a forcément très bien sécurisé son infrastructure. On ne remet pas en cause ça, mais le problème, c'est souvent la chaîne d'approvisionnement. Et dans la chaîne d'approvisionnement, vous avez souvent des interfaces de communication, qui sont les API et les applications, et vous avez des données qui transitent. Et dans ce cadre-là, souvent, quand on pose la question « combien de postes vous avez, combien de nœuds réseau vous avez ?», vous savez très vite y répondre. Mais quand on vous demande combien d'endpoint API vous avez, combien d'API vous avez, public ou privé, combien de données vous savez, combien de données sensibles vous avez, généralement, vous ne savez pas y répondre. Nous ne savons pas y répondre. Et c'est justement pour ça, avec la modernisation, avec le fait qu'on va vers le cloud de manière naturelle, il y a de plus en plus d'API, il y a de plus en plus de données, et c'est aujourd'hui les plus grands angles morts. Et ces angles morts-là, dans le cadre des attaques supply chain, elles vont être de plus en plus exploitées. Et c'est pour ça qu'il y a une nécessité pour se conformer à NIS 2, de sécuriser aussi ces aspects-là. Au-delà des aspects classiques qui sont aujourd'hui le cloud, les infrastructures, le réseau. Donc juste pour vous décrire aujourd'hui le champ d'application de NIS 2, d'autant plus que vous allez être confronté, dans le cadre de l'article 23, à vraiment un vrai changement en termes de déclaration d'incident. C'est le fait que le délai a été raccourci. Pour le RGPD, pour les fuites de données, le délai il est de 62 heures pour la notification. Et après, vous avez généralement un temps assez long pour pouvoir expliquer ce qui se produit. Par contre, avec NIS 2, le délai pour un incident cyber impactant, il est de 24 heures. Donc vous devez, dans les 24 heures, notifier l'agence nationale. Dans les 72 heures, vous devez déjà avoir un premier niveau de visibilité et commencer à démontrer que vous savez expliquer, que vous mettez en place les actions nécessaires pour expliquer ce qui se produit sur votre parc informatique ou sur votre cloud ou sur vos données. Et dans un délai d'1 mois, vous devez expliquer tout le détail de l'incident
en passant par les impacts transfrontaliers. Excusez-moi. Et dans ce cadre-là, par exemple, si vous êtes une entreprise internationale, vous avez un accident en Allemagne, potentiellement, ça a un impact sur des données françaises. Et ça, il va falloir pouvoir l'expliquer aussi. Donc, c'est une masse de travail qui est énormissime. Je ne pense pas qu'ils vont mettre en place des amendes réglementaires sur ça, parce qu'aujourd'hui, juste pour les fuites de données, je vous donne un exemple, il faut 277 jours pour identifier et contenir une fuite de données. Juste pour contenir une fuite de données, il faut en moyenne 60 jours pour des entreprises qui sont matures en termes de sécurité. Donc le challenge, il est énorme. Et le fait de respecter ces délais aujourd'hui, c'est presque irréalisable. Il va falloir employer massivement de l'intelligence artificielle, bien évidemment, pour mettre en place la corrélation, comprendre les logs, les parser d'une certaine manière afin d'avoir une vraie visibilité sur ce qui s'est produit. Mais en plus de ça, le volume de données, comme je vous l'ai expliqué précédemment, va exploser. Et donc, ça crée une grosse problématique. Et pour les applications, ça sera le même constat. Et je laisse Mehdi en parler un peu plus. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, les plus angles morts sont la partie API Data. Et si dans la salle, vous êtes capable de me répondre combien d'API vous avez chez vous, ou plutôt, où sont les données? Est-ce que vous savez quel type de données? Est-ce que ce sont des données sensibles? Qui les utilisent? Ceux qui sont capables, j'aimerais bien qu'ils lèvent la main. On va dire 1%, ça vous va? Je pense. Donc là, c'est important. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit ces statistiques-là, c'est des statistiques qui parlent. Parce que finalement, aujourd'hui, on parle de 47% du trafic Internet qui est automatisé. Donc on parle également dans ce trafic-là de pas mal de trafic bot. Le trafic bot, c'est tout ce qui est robot. Aujourd'hui, lorsque vous connectez sur un site, la première chose que vous avez, c'est il faut s'assurer que vous n'êtes pas un robot. Donc il y a la partie CAPTCHA, entre les images à choisir, entre le cas de rentrée, entre l'attente, ainsi de suite. Et également, au niveau de tout ce qui est trafic, aujourd'hui, on parle de plus de 80% du trafic qui est en HTTPS. Il y a de plus de 83% du trafic qui est basé sur les API. Et pourquoi les API? Les API parce que ça assure une certaine flexibilité, ça permet de rendre le traitement beaucoup plus fluide. Donc on n'a plus besoin d'interface, on a besoin juste de runtime, ou plutôt de code, qu'on va tester ou qu'on va dialoguer avec, justement pour récupérer des informations. Et ce code-là, ou ces API-là, elles sont mal utilisées, ou plutôt, elles sont mal exploitées par les bots, justement pour pouvoir détourner l'aspect normal d'une application. Et là, on parle de ce qu'on appelle le Business Logic Attack. C'est quoi un Business Logic Attack? C'est tout simplement détourner le fonctionnement normal d'une application pour pouvoir exploiter des failles ou tout simplement pouvoir récupérer des informations type confidentielles ou tout simplement pour pouvoir récupérer des places des tickets, les vendre sur le marché parallèle. Et là, on peut avoir des pertes d'un point de vue financier, mais également, il y a l'aspect perte de l'image de marque. Et tous ces chiffres-là vous montrent qu'à un certain moment, ça devient quelque chose de très complexe à suivre. Et la visibilité, si on ne sait pas ce qu'on a, on aura du mal à protéger. Donc, le point essentiel, c'est visibilité, découverte, et après viendra l'aspect traitement. Donc, comment est-ce qu'un Hyperva aujourd'hui peut répondre par rapport à cet aspect réglementaire NIS2? Donc, Mohamed a déjà cité tout à l'heure l'aspect, on va dire, article par rapport à NIS2 et la data. Au niveau de la partie API, on a deux points importants. Donc, certes, ce ne sont pas des obligations derrière lesquelles il y a des sanctions, mais ça permet de mieux d'être conforme à NIS, mais aussi de mieux se protéger contre les attaques. Donc là, on parle du premier point 44, qui est identifier les actifs connectés par rapport à Internet, pour éviter les risques. Identifier, c'est visibilité toujours. C'est le fait de revenir, qu'est-ce qu'on a, où se trouve. Le deuxième article, c'est la sécurisation des applications et des données relatives. Et donc, on utilise les Cloud WAP. Les WAP, c'est les Web Application and API Protection. Donc, c'est la partie API sécurité aussi. Donc, ce sont deux points qui sont essentiels. Et c'est là, je reviens, pas de visibilité, pas de protection nécessairement. Au niveau de la donnée. En ce qui concerne la sécurité des données, vous avez plusieurs recommandations qui sont incluses dans NIS2. Comme l'a indiqué Mehdi, ce qu'on vous a décrit précédemment, c'est les articles, donc c'est les obligations réglementaires. Ces obligations, elles sont liées à des recommandations qui sont incluses dans le texte. Elles seront peut-être réutilisées ou pas par les agences de cybersécurité.
mais en tout cas permettront de mettre en place la matrice de conformité et les analyses d'écart, qui ne sont pas encore présentes, puisque les lois n'ont pas été transcrites. Donc le point 51 et l'article 21, comme je vous l'ai indiqué, parlent de la sécurité des données et du chiffrement. Donc il y a un vrai push de la part de l'Union européenne sur le fait de chiffrer les données, que ça soit en transit, que ça soit at rest, que ça soit in motion, c'est-à-dire en mouvement. En fait, ensuite, vous avez le point 88 qui est sécuriser l'accès aux données, et une nouvelle fois, on revient à la chaîne logistique. Donc il y a aussi l'aspect applicatif qui rentre dedans, hein, forcément, puisque c'est elles qui font transiter les données avec les API. Vous avez aussi le point 98, donc la tokenisation, le tagging et la découverte des données. Juste la tokenisation, en fait, c'est un modèle de chiffrement qui permet en fait de conserver le format de la donnée. C'est-à-dire qu'on va chiffrer, on va mettre une clé de chiffrement, mais par exemple, je m'appelle Mohamed, on va changer mon prénom et mon véritable prénom sera lié à une clé pour pouvoir le redécouvrir. Donc, il faudra une clé pour pouvoir savoir que je m'appelle Mohamed, par exemple. Vous avez le tagging, qui est en fait le fait de pouvoir mettre en place des tags sur la donnée, de sorte à ce qu'on sache si une donnée est sensible, si elle est confidentielle, si elle doit être RGPD, etc. Et la découverte des données, c'est savoir si vous avez des données potentiellement sensibles dans des environnements que vous ne connaissiez pas. Et enfin, vous avez le point 125 qui met un là sur le fait de sécuriser les risques sur vos bases de données et donc le fait de mettre en place des audits de vulnérabilité. Souvent, j'entends souvent parler de fichiers, de données sensibles dans les fichiers. Toutes les fuites de données dont on a entendu parler, ce sont des bases de données. C'est pour ça que vous avez 20 millions de personnes, 30 millions de personnes, 10 millions de personnes. Parce que peut-être les accès aux bases de données sont plus compliqués, nécessitent plus de privilèges, mais à la fin, quand on arrive à y accéder, on a accès à des millions d'enregistrements et en plus de manière classée. Donc c'est très facile ensuite pour les hackers de pouvoir les revendre et de pouvoir mettre en place des politiques et des campagnes de phishing. Et enfin, vous avez l'article 35, alinéa 1, qui est le besoin d'informer au plus vite d'une fuite de données sans retard injustifié. Donc après, on ne sait pas aujourd'hui ce que c'est un retard injustifié ou un retard justifié, mais ça sera qualifié justement dans la transcription de la loi, je l'espère, en octobre 2024. Donc je laisse Mehdi parler de ce point-là. Donc ça, c'est l'article 21. Comment nous, on peut correspondre? Donc là, je vous conseille de prendre ce slide en photo, tellement il y a d'informations. Et sachez-le que nous, on est capable de répondre à chacun des points de l'article 21. Donc essentiellement, c'est sur la partie surveillance et découverte. Donc là, vous voyez sur la partie sécurité de la chaîne d'approvisionnement, parce que pareil, là-dessus, il faut savoir qui fait quoi entre les partenaires, les applications, les process. Et on est plus sur la partie API et data. Mais aussi au niveau de l'article sécurité des réseaux, pareil, c'est comment est-ce qu'on peut sécuriser et s'assurer. Je reposerai une autre question, mais plus simple que la première, c'est que je parlais tout à l'heure de l'aspect évolution des règles, de la réglementation. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de dire à un instant T, est-ce que vous êtes conforme PCI DSS, RGPD ou autre? Oui, c'est ça? Tout le monde le sait? Tout le monde peut le faire? Et est-ce que c'est manuel ou automatique? Manuel? Ça prend un peu de temps, non? Ah ben voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir des outils bien adaptés. Autrement, on est capable de répondre à un instant T, mais il va falloir des ressources, il va falloir des moyens financiers et le temps d'avoir le rapport et de pouvoir dire oui, on est conforme. Entre-temps, la réglementation pourra changer ou plutôt l'état de lieu aurait changé entre-temps. Parce que les informations, la data a bougé, la data évolue entre-temps. Et donc, si on n'est pas équipé, on aura du mal à le faire. On va prendre deux use cases, un sur la partie data, un sur la partie API, pour vous montrer comment nous, on traite les choses, justement pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Donc, tout l'enjeu se trouve autour de l'automatisation et l'industrialisation de la mise en place des signalements, notamment d'incidents. Donc nous, on ne répond pas sur les aspects infrastructure, etc. On répond sur deux aspects, les applications et la donnée. On est très précis. Je vais vous donner l'exemple dans le cadre d'une potentielle fuite de données qu'on peut observer. Donc il faudrait signaler dans les 24 heures. Aujourd'hui, nous, on a la capacité de pouvoir identifier une commande. Donc ici, c'est du langage SQL. Hein. Donc voilà, on est capable d'identifier une requête typique, de pouvoir comprendre en quoi elle s'avère inhabituelle parce qu'on compare des comportements entre les accès applicatifs, les accès des API et les accès des DBA et des développeurs sur les bases de données. On va faire bientôt la même chose sur les fichiers. Donc, on sera capable de le faire sur tout le volant de données, que ce soit les données structurées, semi-structurées et les fichiers.
Et dans ce cadre-là, la troisième étape, on est capable justement d'identifier les comportements. Juste en quoi c'est intéressant? En moyenne, comme je vous ai dit, il faut 60 jours pour contenir une fuite de données, 200 jours pour l'identifier. Pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, vous n'avez pas des experts sécurité et SQL à la fois. Il y a plus d'une cinquantaine de langages SQL et non SQL. Et le challenge pour vous, sur des bases de données notamment, c'est de comprendre si un select, qui est une commande SQL basique, est normal ou anormal. Et pour ça, il faut beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup de machine learning, mais il faut surtout de la connaissance des langages. Et dans ce cadre-là, un SOC, même s'il a l'information, même s'il a le log, il ne sera pas en capacité de le traiter. Et nous, c'est comme ça qu'on agit, comme une sorte de pré-processing qui vous permettra d'agir beaucoup plus vite et de permettre de notifier l'incident et aussi d'être en capacité de le traiter dans les délais qui sont prescrits par NIS 2. Donc, je laisse Mehdi aborder le point sur la partie API. Je vous laisse photographier si vous voulez photographier. Et après, je laisse Mehdi aborder le point sur la partie application. Sachez-le, chez Imperva, nous avons créé notre propre framework pour justement réduire les risques liés à la partie API. Tout commence par la partie découverte. Découverte, visibilité. Donc, on va chercher de manière automatique tous les API, les endpoints API qui sont existants chez vous, dans votre infrastructure. Après, on va vérifier, tester et vérifier tout ce qui est validité, intégrité des API. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? La troisième partie consiste à détecter les anomalies et finalement, c'est pouvoir les corriger. Bon, pourquoi on a la capacité de corriger et de proposer des corrections? Parce qu'on peut s'interfacer avec des outils autres, mais comme chez Imperva, nous avons notre propre solution WAF et la sécurité des API, c'est une feature de WAF. Donc la partie, on a une seule interface qui permet à la fois de répondre sur l'aspect orchestration, l'aspect blocage, tout en le couplant avec l'aspect analyse. Donc ça, c'est le côté facilité de la chose, ce qui est important aujourd'hui dans un environnement qui demande de l'agilité, de la rapidité à pouvoir répondre à un besoin. Voici une liste de quelques recommandations qui sont liées à NIS 2, donc à l'article 21 que je vous ai exposé. Comme je vous ai dit, si vous deviez lire 5 articles, vous lisez juste l'article 21, 23, les articles 32, 33, 34, vous comprenez NIS 2. Tous les autres articles sont liés à la collaboration européenne, aux responsabilités des agences, aux différents échanges d'informations entre les CSIRT et les SOC. Donc beaucoup d'organisations ne sont pas liées par rapport à ces articles-là. C'est pour ça qu'on ne les a pas abordés. Mais juste voici ces recommandations. Et dans 8 de ces recommandations, nous pouvons aider à y répondre à 5. L'identification du risque, le fait de mettre en place du zero trust, parce que si on identifie les API, on sera capable de pouvoir justement mettre en place les règles de moindre privilège pour éviter que ces API soient exploités dans le cadre de fuite de données. Et on peut aussi permettre de mettre en place des mesures liées à l'accès privilégié. Si on vous permet de comprendre mieux ce qui se passe en termes d'accès applicatif et d'accès à vos bases de données, forcément, vous pourrez mieux gérer l'authentification et savoir qui est en droit ou non d'accéder à vos données. Donc, comment nous, Imperva, on peut vous aider à sécuriser les données de manière générale. Donc, on fait de la découverte, de la classification. On permet de mettre en place un scoring de risque dynamique, et ça, c'est important, dynamique et corrigeable et mesurable sur vos données. On est capable de comprendre les modèles d'accès, comme je vous l'ai décrit avec l'exemple anormaux, et comprendre une commande qui peut être tout à fait banale si elle est problématique ou non. Et on peut mettre en place la sécurisation, notamment des données dans le cloud aussi, que ce soit de la base de données as a services ou que ce soit du IaaS ou du PaaS, peu importe. Et on s'assure aussi que les données soient conformes où qu'elles se trouvent. Puisqu'on est sur la donnée en soi, on est en capacité de délivrer n'importe quel rapport de conformité et de l'adapter par rapport à n'importe quelle contrainte réglementaire que vous aurez. Et ça, c'est un grand avantage. Beaucoup de clients nous utilisent, parfois même pour des audits financiers, savoir quelle personne a accédé à quelles données financières. Donc c'est pour vous dire jusqu'où on peut aller en termes de sécurisation et visibilité sur les données. Donc je vais passer le cas d'usage parce qu'il nous reste 2 minutes et j'aimerais vous laisser un peu de temps pour les questions si vous en avez. Voilà, je laisse Mehdi. Donc de la même manière, par rapport à tout ce qui est API aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est on accélère tout ce qui est performance au niveau des applications. Donc on fait de la détection, on fait de la correction, on fait de la protection contre la business logic attack, on fait de la protection 360 degrés. Et pareil, je voulais juste prendre le témoignage d'un de nos clients qui, lui, grâce à Imperva, aujourd'hui, il se trouve
capable de répondre de manière assez automatique, assez rapide à tout ce qui est risque et problématique au niveau de tout ce qui est sécurité. Je ne sais pas si vous avez des questions, donc on est là pour répondre. Et n'hésitez pas à passer nous voir. On est à l'aise, Béance. Vous avez nos coordonnées, donc on peut vous faire une démo aussi. Donc on est là pour vous.